Mon fils m'a rayé de sa vie pendant 13 ans, jusqu'au jour où il a appris que j'étais millionnaire. Un jour, il est apparu sur le seuil de ma porte avec des valises et sa femme. Je suis ton fils, donc j'ai droit moi aussi à une part, nous resterons ici. Tu as bien assez de place. J'ai souri, et j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais avant de continuer, dites-nous, s'il vous plaît, de quel pays vous venez et quel âge vous avez. Nous sommes ravis de faire connaissance avec notre audience. Bonne écoute. Mon fils m'a effacé de sa vie pendant 13 longues années, assourdissantes de silence, et il n'a pas pensé à mon existence une seule fois, jusqu'au moment précis où une rumeur est parvenue à ses oreilles. Je serais soudain devenu propriétaire d'une immense fortune. Et alors, comme par un coup de baguette magique, il est apparu sur le seuil de ma maison, avec des valises, sa femme accrochée à son bras, et le sourire le plus hypocrite qu'il m'ait jamais été donné de voir. En tant que ton fils unique, j'ai pleinement droit à une part de cet héritage, déclara-t-il dès le pas de la porte, sans même prendre la peine de me saluer ou de me demander comment j'allais. Nous emménageons chez toi, maman. Après tout, tu as beaucoup trop de place pour une seule personne, et une famille doit rester unie. Je me suis contenté de lui sourire en réponse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré de chagrin, j'ai simplement souri et fait ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Mais, pour être honnête, son insolence m'a coupé le souffle, comme un lourd train de marchandises écrasant la minuscule et stupide lueur d'espoir que chaque mère, envers et contre toute raison, conserve dans le recoin le plus lointain et poussiéreux de son cœur. Je m'appelle Hélène, j'ai 68 ans, et ceci est mon histoire, celle d'une justice qui arrive parfois en retard, mais qui frappe juste. Il me faut sans doute expliquer comment nous en sommes arrivés là, et comment mon propre fils, Maximilien, a pu se présenter ainsi, sans la moindre gêne, devant les grilles forgées de ma vieille maison située dans une banlieue calme et verdoyante de Munich. Après plus de 10 années durant lesquelles il m'a traité comme un meuble usé et inutile, bon pour la décharge, il a soudain décidé que ce meuble était redevenu une antiquité, et il réclamait désormais sa part d'une fortune dont il venait à peine d'apprendre l'existence, l'argent de la vente des terres de son grand-père en Bavière, qu'il considérait comme son billet gagnant pour sortir du gouffre de dette dans lequel il s'était lui-même précipité. Mais permettez-moi d'abord de vous dire ce que j'ai ressenti à cet instant précis, car il existe, vous savez, une douleur qui, de manière étrange, ne vous tue pas, mais au contraire, vous réveille d'un long sommeil. Ce jour-là, je m'occupais du jardin. Je taillais les branches sèches des hortensias dans le petit parterre, savourant le silence et le son net, définitif, du sécateur, clic, clic, qui tranche tout ce qui est mort et inutile. Et soudain, ce silence béni fut brisé par un crissement de frein. Juste devant mon portail, une voiture étrangère argentée s'arrêta brusquement, un modèle apparemment prestigieux, mais avec une bosse bien visible sur le pare-choc arrière, comme une cicatrice d'une vie ratée. Le moteur hoqueta péniblement, puis cala. Quand la portière du conducteur s'ouvrit et que j'aperçus des chaussures en cuir italien, qui avaient manifestement connu des jours meilleurs et réclamaient depuis longtemps de la crème, je compris qui c'était, sans même regarder son visage. Le sang se figea dans mes veines, non pas de peur, mais d'un dégoût presque physique, qui monta en vagues glacées depuis l'estomac. Maximilien se tenait là, rajustant nerveusement une veste devenue trop étroite, comme si des années de vie confortable et de mauvaises décisions s'étaient déposées en kilos superflus autour de sa taille, le rendant mou et bouffi. Et à côté de lui, sortant du siège passager et dissimulant la moitié de son visage derrière d'immenses lunettes sombres, se trouvait Véronique, ma belle-fille, la même femme qui, 13 ans plus tôt, en me regardant droit dans les yeux, avait déclaré que ma présence à leur mariage gâcherait l'esthétique des photos, parce que j'avais l'air trop simple. Je restais immobile, serrant fermement le sécateur dans ma main droite, sentant le froid du métal contre ma peau. Cette sensation était mon ancre, ce qui me maintenait dans la réalité. Maximilien s'approcha de la grille, et en me voyant, son visage changea l'espace d'un instant. Cette arrogance naturelle, ce regard de supériorité avec lequel il me considérait depuis qu'il avait commencé à gagner ses premiers gros revenus, vacilla soudain.
Peut-être s'attendait-il à voir une vieille femme décrépite dans une robe de chambre graisseuse, brisée par la solitude. Et à la place, il me trouve à droite, dans une robe de lin fraîche, les cheveux gris soigneusement relevés en chignon, le regard parfaitement calme. Mais son trouble ne dura pas longtemps, car la cupidité est un moteur puissant, et Maximilien a toujours été un homme aux appétits insatiables. « Maman !» cria-t-il avec une joie si fausse que cela sonnait presque comme une moquerie, comme le jeu maladroit d'un acteur d'un théâtre minable. « Quel plaisir de te voir ici, dans le jardin. Tu as l'air formidable. » Il poussa le portillon sans attendre d'invitation, et le grincement des gonds rouillés résonna comme un cri d'avertissement qu'il préféra ignorer. Mon fils s'avança vers moi, les bras ouverts, envahissant sans vergogne mon espace personnel, ce sanctuaire de paix que j'avais construit pendant des années en l'arrosant de mes larmes. Quand il m'enlaça, je ne ressentis aucune chaleur familière, seulement le froid poisseux d'un étranger. Il sentait une eau de toilette de créateur hors de prix mêlée à du tabac froid, mais sous tout cela, mon instinct maternel perçut autre chose, une odeur âcre et acide de peur animale. Maximilien transpirait, bien que la journée fût fraîche, et son étreinte était raide, comme répétée pour un public invisible. Il me lâcha rapidement et plongea son regard dans le mien, le faisant courir sur mon visage, cherchant à comprendre s'il restait encore là cette naïve idiote qu'on pouvait manipuler. « Maximilien, » dis-je, et ma voix sonna ferme et sèche, comme une terre en pleine sécheresse. À quoi dois-je cet honneur après 13 années de silence? C'est alors que Véronique s'approcha, traînant derrière elle une valise ornée du logo d'une célèbre marque française, mais à en juger par les fils qui pendaient à la poignée et les coins usés, il ne s'agissait que d'une vulgaire contrefaçon de marché. Elle ôta ses lunettes et m'adressa un regard qui se voulait aimable, mais dont les yeux ressemblaient à 2 morceaux de glace. « Oh, Hélène, n'attaquez pas avec des reproches, nous sommes épuisés par le voyage », chanta-t-elle de cette voix stridente qui m'avait toujours irrité comme du polystyrène frotté contre du verre. « La famille reste la famille. Nous nous inquiétions tellement pour vous. Maximilien n'en dormait plus. Il ne cessait de dire combien sa mère lui manquait, combien il voulait renouer le lien. »« Ah oui ?» répondis-je en la regardant droit dans les yeux, jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Il s'ennuyait quand il changeait de numéro de téléphone 3 fois pour que je ne puisse pas l'appeler et lui souhaiter son anniversaire? Ou quand mes lettres me revenaient, non ouvertes, avec la mention « Le destinataire refuse la réception ?» Un silence épais et lourd s'abattit, et j'observais avec une sombre satisfaction les mâchoires de Maximilien se tendre. Ils ne s'attendirent pas à cela. Ils attendaient une mère martyre, une veuve désespérée qui éclaterait en sanglots de gratitude, simplement parce qu'ils avaient daigné apparaître et illuminer sa vie de leur présence. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'aie une mémoire, et encore moins à ce que j'aie conservé ma dignité. « Maman, je t'en prie », tenta de reprendre la main Maximilien, adoptant ce ton condescendant et velouté avec lequel il m'expliquait autrefois pourquoi je n'avais pas ma place à leur dîner mondain. Tout cela appartient au passé. De l'eau a coulé sous les ponts. Nous étions jeunes, fougueux, nous avons fait des erreurs, mais nous avons grandi. Et maintenant, les circonstances ont changé. Nous avons décidé qu'il serait juste que nous soyons ensemble. Les circonstances, répétai-je en goûtant ce mot comme un fruit gâté. Tu parles d'argent? Je parle de ta sécurité, se hâta-t-il de corriger, bien que ses yeux brillassent d'un éclat prédateur à la mention de l'argent. Il se tourna vers la voiture et désigna les bagages. 4 énormes valises occupaient la banquette arrière et le coffre. Ils n'étaient pas venus prendre le thé, ils étaient venus occuper les lieux. « Maman, regardons la vérité en face. Tu es une femme âgée, seule dans une maison aussi grande. C'est dangereux. Les gens parlent. Tout le monde sait que tu as vendu les terres pour des millions. Il te faut un homme à la maison, quelqu'un qui sache gérer le capital, qui te protège des charognards et des escrocs. » Je retins à grand-peine un ricanement amer. Me protéger des charognards? Il était lui-même le plus gros charognard qui ait jamais tournoyé au-dessus de mon jardin. Mais je gardais un visage impénétrable, ce masque que j'avais affiné pendant des années de solitude, en apprenant à traiter avec des plombiers, des avocats et des banquiers qui tentèrent de me tromper.
Donc vous avez décidé sans moi, dis-je lentement en tournant autour d'eux, les examinant comme des insectes curieux sous une loupe, que vous alliez vivre ici et disposer de ma vie. C'est pour le bien de tous, ajouta Véronique en faisant glisser un doigt à la manucure parfaite, mais déjà écaillée, sur ma table de jardin pour en vérifier la propreté. Et puis, dans notre appartement en ville, il y a en ce moment de gros travaux. Nous avons pensé que c'était le moment idéal. Nous vous tiendrons compagnie, nous prendrons soin de vous, et vous, eh bien, vous nous aiderez à redevenir une vraie famille. Je regardais leurs chaussures. Les talons de Véronique étaient usés jusqu'au métal, le col de la chemise de Maximilien jaunissait légèrement de sueur, et ses poignets étaient râpés. Ce n'étaient pas les signes d'un couple prospère entreprenant des travaux dans un appartement de luxe. C'étaient des signaux criants de désespoir. Ils étaient comme des noyés tentant de grimper dans ma barque, tout en voulant donner l'impression qu'ils me rendèrent service en me sauvant de l'ennui. À cet instant, j'eus une révélation. J'aurais pu les chasser sur le champ. J'aurais pu crier, appeler la police, jeter leurs valises sur la route poussiéreuse. J'en avais le droit moral et juridique. Mais je me souvins alors des paroles de Victor, mon vieil avocat et ami, qui m'avait récemment révélé toute la vérité sur la situation réelle de Maximilien. Je me souvins de l'humiliation d'il y a 13 ans, quand mon fils m'avait fait descendre de sa voiture sous une pluie battante parce qu'il avait honte de ma vieille veste devant ses nouveaux partenaires. La colère est une émotion brûlante et rapide. Elle vous consume de l'intérieur, tandis que la justice est un plat qui se sert froid et se déguste lentement, en savourant chaque bouchée. Si je les chassais maintenant, ils partiraient en se sentant victimes d'une vieille femme aigrie et sénile. Ils ne comprendraient rien, n'apprendraient rien, et je n'aurais pas ma conclusion. D'accord, dis-je doucement, presque à voix basse. Leurs visages s'illuminèrent aussitôt, comme des sapins de Noël branchés sur une prise. Maximilien laissa échapper bruyamment l'air qu'il semblait retenir depuis tout ce temps. Je savais que tu comprendrais, maman. Je savais qu'au fond de toi, tu étais toujours la même. Je levai la main pour couper court à son flot de flatterie, et le geste fut si autoritaire et brusque qu'il referma la bouche en claquant des dents. J'ai dit que d'accord, vous pouvez entrer, repris-je en abaissant la voix à un ton dangereux et vibrant. Mais ce n'est plus la maison que tu connais, Maximilien, où maman courait après toi avec une assiette de bouillie. Je ne suis plus la femme que tu as laissée sous la pluie sur le bas-côté. Si vous franchissez ce seuil, vous vivrez selon mes règles, et mes conditions ne sont pas négociables. Pas de marchandage. Véronique fronça les sourcils. Son intuition féminine aiguisée lui soufflait que quelque chose clochait, que le fromage gratuit n'existe que dans les pièges à souris. « Quelles conditions encore » demanda-t-elle, sans la douceur précédente, avec une pointe de vulgarité. « Nous en parlerons à l'intérieur, » répondis-je en leur tournant résolument le dos. « Portez les valises vous-même, il n'y a pas de domestiques ici, je les ai tous renvoyés. Et essuyez vos pieds avant de poser le pied sur le parquet. Cela m'a coûté beaucoup d'argent de maintenir cette maison dans une propreté parfaite, loin de toute saleté, pendant ces 13 années. » Je me dirigeais vers la maison par l'allée de gravier sans me retourner, mais je sentais sur ma nuque leur regard, mélange d'incompréhension, de peur et de soulagement. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que maman avait cédé, fondu, et que l'accès à mes comptes et à mes coffres forts n'était plus qu'une question de quelques dîners familiaux et de quelques compliments. Pauvre, naïf, égocentrique, imbécile. En poussant la lourde porte en chêne et en entrant dans la pénombre fraîche du vestibule, je ne pus retenir un sourire. Maximilien et Véronique venaient d'entrer volontairement dans la gueule du loup. Et moi, Hélène, la femme qu'ils avaient rayée de leur vie comme un matériau usé, me préparais à leur donner la leçon la plus douloureuse et la plus nécessaire de leur existence. Le jeu avait commencé, et cette fois, les atouts étaient dans ma manche. « Entrez », lançai-je depuis l'obscurité du couloir sans allumer la lumière. « Bienvenue dans la réalité. » Le bruit des roulettes de leurs valises raclant mon vieux parquet en chêne résonna dans l'entrée comme le grincement de griffes sur un tableau d'école, un son étranger et agressif, violant brutalement le silence sacré qui régnait entre ces murs depuis une décennie. Je les observais entrer. Maximilien avançait avec cette démarche faussement assurée d'un maître de la vie,
les épaules redressées, tandis que Véronique fronçait son petit nez retroussé, comme si elle percevait des odeurs désagréables imaginaires à chaque coin. Ma maison, que les voisins appelaient respectueusement la villa du professeur, avait toujours possédé ce parfum noble et particulier des bâtiments anciens, où se mêle l'odeur de la cire pour parquet, des herbes sèches, de la poussière de livres et de la pierre fraîche. Pour moi, c'était l'odeur de l'histoire et de la dignité. Mais pour eux, j'en étais certaine, cela sentait la vieillesse, la naphtaline et des mètres carrés inutilement gaspillés. Je les conduisis dans le salon au haut plafond, où, sous de sombres poutres en bois, pendait un lustre en cristal ayant vu défiler 3 générations de notre famille. Maximilien s'affala aussitôt sur le canapé en cuir, s'y étalant comme s'il était déjà entré en possession de son héritage, et étendit les jambes avec une assurance qu'il n'avait encore rien fait pour mériter, tandis que Véronique restait figée au milieu de la pièce, balayant les meubles d'un regard d'experte, organisant déjà mentalement la liquidation des antiquités. « Asseyez-vous » dis-je en désignant un fauteuil en face, tandis que je me dirigeais vers mon fauteuil Voltaire préféré, placé dos à la fenêtre, ce qui me permettait d'embrasser toute la pièce du regard et de les garder dans mon champ de vision. Je m'assis, le dos droit, les mains posées sur les genoux, adoptant la posture d'une matriarche, même s'ils ne voyaient sans doute en moi qu'une vieille femme solitaire, prête à devenir une proie facile pour leur manipulation. En les regardant s'installer, un souvenir aigu, comme un éclat de verre, se ficha soudain dans ma mémoire. C'était 13 ans plus tôt, dans leur appartement stérile et à la mode d'un immeuble de luxe récent, où tout était blanc et gris, sans vie, comme un bloc opératoire. La voix de Maximilien résonna à mes oreilles, non pas ce ton mielleux qu'il avait apporté aujourd'hui, mais une voix imprégnée de mépris glacé. « Maman, comprends-moi, tu ne rentres pas dans notre image, » disait-il en me tendant un carton contenant mes pauvres affaires. « Mes partenaires vont arriver aujourd'hui, des gens sérieux, et toi, eh bien, tu te plains sans cesse, tu sens la vieillesse, et tes histoires fatiguent Véronique. Nous avons besoin d'espace, maman, d'espace personnel. » Ce jour-là, on m'avait mise dehors comme un vieux chien qui n'est plus capable de garder la maison. Et maintenant, ce même homme était assis ici, souriant comme si ce jour n'avait jamais existé, espérant que ma mémoire était devenue aussi fragile et trouée que mes cheveux gris. « C'est plus grand que dans mes souvenirs », rompit le silence Véronique, sa voix résonnant trop fort et trop vulgairement dans le calme du salon. Elle s'approcha de l'étagère et passa son doigt, orné de bagues en or, sur la surface vernie, vérifiant la présence de poussière. « Mais c'est un peu triste, non, Hélène? Il manque de vie, de modernité. Vous savez, avec quelques retouches ici et là, peut-être abattre ce mur porteur au fond pour faire un loft tendance, la valeur du bien immobilier s'envolerait. » Elle parlait de ma maison comme s'il s'agissait d'un projet d'investissement raté qu'elle se proposait, dans son infinie bonté, de sauver et d'embellir. Je sentis une pointe de colère me transpercer l'estomac, mais je la réprimai en prenant une profonde et lente inspiration. « Cette maison a une mémoire, Véronique, » répondis-je doucement, mais avec la fermeté du granit. Les choses modernes vieillissent mal. Elles se cassent vite, se démodent et perdent leur valeur dès qu'elles sortent du magasin. Mais l'ancien résiste à l'épreuve du temps. Je jetai un regard appuyé à son sac contrefait, dont les anses s'écaillaient déjà, puis reportai mon regard lourd sur son visage artificiellement tendu par des injections bon marché. Elle cligna des yeux, déconcertée, ne comprenant pas si je venais de l'insulter ou si je parlais réellement d'architecture. Et c'était là mon avantage. Il me sous-estimait de façon catastrophique, pensant que mon âge était synonyme de stupidité, alors que la vieillesse est un doctorat obtenu à l'univers de la vie, à travers la douleur, les pertes et les trahisons. Maximilien, sentant la tension monter, se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et décida de prendre le taureau par les cornes. « Maman, nous ne sommes pas venus discuter de décoration, » commença-t-il en essayant de donner à sa voix un sérieux professionnel. « Nous sommes venus parce que, eh bien, des rumeurs nous sont parvenues concernant la vente de terres en Bavière, de tes terres. Voilà. » Il n'avait même pas bu un verre d'eau,
pas même demander comment était le temps, avant de parler d'argent. Leur impatience était presque insultante, presque indécente. C'est vrai, poursuivit-il, et ses yeux se mirent à briller d'une avidité fiévreuse, de ce regard dément d'un toxicomane à qui sa dose est vitale. Les gens parlent d'une somme. Ils disent qu'on t'a donné une fortune entière. Les gens parlent beaucoup, mon fils, répondis-je en gardant une expression de pierre, sans cligner des yeux. Et qu'est-ce qu'ils disent exactement? Des millions, murmura-t-il presque avec révérence, goûtant ce mot. Et tu sais, maman, pour être honnête, ça nous a beaucoup inquiétés. Une femme de ton âge, toute seule, avec un capital liquide aussi énorme, c'est une cible. Une cible pour les escrocs, pour les bandits. Nous vivons une époque dangereuse. Aujourd'hui, on trompe les personnes âgées à chaque pas. Il passa la main dans ses cheveux clairsemés, jouant à la perfection le rôle du fils attentionné, inquiet pour le sort de sa mère. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous ne pouvions pas te laisser porter seul une responsabilité aussi lourde. En tant que ton fils, j'ai le devoir moral de protéger l'héritage familial. L'héritage familial. Je dus me mordre la langue jusqu'à la douleur pour ne pas éclater d'un rire amer et venimeux. Cet héritage qu'il méprisait, l'héritage de grands-parents qu'il n'était jamais allé voir en maison de retraite de leur vivant. Pendant 13 années consécutives, mes anniversaires, le Nouvel An, les fêtes se sont déroulées dans le silence, sans un seul appel, sans une carte. Je me souviens d'un Nouvel An, il y a 5 ans. J'avais préparé un dîner modeste, rôti un poulet, coupé une salade, et je m'étais assise près du téléphone, simplement à attendre. Je me disais, cette année, il appellera. Peut-être a-t-il déjà des enfants, et il voudra qu'ils connaissent leur grand-mère. Le téléphone n'a jamais sonné. J'ai mangé seul au son des 12 coups de minuit. J'ai pleuré seul, et je suis allé me coucher le cœur brisé. Et maintenant, ce silence de 13 ans était rompu non par l'amour, mais par le tintement de pièces d'or dans son imagination. Protégé, répétai-je en haussant un sourcil avec ironie. C'est curieux, Maximilien. Pendant 13 ans, mes plus grands dangers ont été la solitude, la nostalgie et la peur de mourir seul, et je ne t'ai pas vu accourir pour me protéger de tout cela. Pourquoi l'argent change-t-il soudain la définition du danger? Véronique intervint précipitamment, son ton devenant défensif, presque offensé. Ne soyez pas injuste, Hélène. Maximilien a beaucoup souffert de cette séparation. Parfois l'orgueil masculin empêche de faire le premier pas. Vous connaissez les hommes, ils sont tellement obstinés, mais il demandait toujours de vos nouvelles. Ah oui? Je me tournai vers elle de tout mon corps, et elle se tassa malgré elle dans son fauteuil. Et à qui donc demandait-il? Mes voisins disent n'avoir jamais vu sa voiture toutes ces années. Mon médecin traitant n'a jamais reçu de contact d'urgence. Il demandait au vent, Véronique? L'air dans la pièce devint épais, poisseux, presque irrespirable. Maximilien desserra nerveusement le nœud de sa cravate, qui semblait l'étrangler, et je remarquai une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Il était acculé, mais pas encore vaincu, car le besoin d'argent est un carburant puissant et dévorant. Maman, j'ai fait des erreurs, je le reconnais, commença-t-il en changeant de tactique pour adopter le repentir. J'ai été un imbécile, un ingrat. Le travail, l'ambition m'ont aveuglé, mais le sang n'est pas de l'eau. Et maintenant que tu disposes de ces ressources, je veux m'assurer que tu en profiteras, mais intelligemment. Je suis conseiller financier, tu te souviens? Je suis un professionnel. Je peux doubler cet argent en 1 an si tu me laisses le gérer. Voilà, le piège se refermait. Il ne voulait pas dépenser l'argent avec moi, il voulait le contrôler. Il rêvait du pouvoir. J'imaginais lui donner accès aux comptes et regarder tout disparaître dans des investissements fantômes, des voyages, le remboursement de dettes qui, comme je le savais grâce à un détective privé, l'étranglait jusqu'au cou. Je me levai lentement de mon fauteuil et m'approchai de la cheminée où se trouvaient des photos en noir et blanc de mes ancêtres. Il n'y avait pas une seule photo de Maximilien. Je les avais toutes rangées dans une boîte, dans le coin le plus sombre de la cave, le jour de sa 5e année de silence. « Géré », murmurai-je, en leur tournant le dos pour qu'ils ne voient pas le sourire froid et triomphant qui se dessina sur mes lèvres.
Et si je te disais que j'ai déjà un gestionnaire? Et si je te disais que l'argent est déjà réparti, planifié? J'entendis un bruit sourd. Véronique se leva brusquement, se cognant le genou contre le pied de la table sans même sentir la douleur. Comment ça, réparti? Avec qui? Tu ne peux pas faire des choses pareilles sans consulter ta famille. Son masque de gentille belle-fille glissa instantanément, révélant la rage d'une femme à qui l'on arrache le grand prix de la vie sous le nez. Je me tournai lentement vers eux. Le désespoir sur leur visage était palpable, presque physique. Maximilien pâlit, la bouche entr'ouverte dans un cri muet. Véronique serrait les poings à en blanchir les jointures. Le spectacle était pitoyable et en même temps profondément satisfaisant. « Du calme », dis-je en baissant la tension juste assez pour les remettre à l'hameçon. J'ai dit que l'argent était réparti, mais je n'ai encore rien signé. Il n'y a pas de signature finale. Le soulagement qui envahit la pièce fut presque comique. Maximilien s'affala de nouveau sur le canapé en expirant bruyamment, comme s'il refaisait surface après une plongée. « Mon Dieu, maman, tu as failli me provoquer une crise cardiaque. Ne nous fais pas peur comme ça. Écoute, tu n'as rien à décider aujourd'hui. Nous sommes là pour rester, nous allons nous installer, dîner ensemble comme au bon vieux temps, rattraper le temps perdu, et nous parlerons affaires plus tard. La nuit porte conseil. » « Oui, » renchérit Véronique en plaquant de nouveau sur son visage un sourire factice, bien que ses yeux lancent encore des éclairs de peur. « Nous allons nous installer dans la grande chambre d'amis, celle qui donne sur le jardin, au 2e étage. J'imagine que ce grand lit y est toujours, n'est-ce pas? Nous avons besoin de beaucoup de place pour nos affaires, nos bagages sont fragiles. » Ils ne demandèrent même pas la permission. Ils partirent du principe qu'ils avaient droit à la meilleure chambre, à ma nourriture, à mon air, à ma vie. « Cette chambre est occupée, » mentis-je avec le plus grand naturel, sans ciller. En réalité, elle était vide, parfaitement rangée, mais je n'avais aucune intention de leur offrir le plaisir de dormir dans des draps en coton égyptien. « Vous devrez prendre les chambres du personnel à l'arrière de la maison, dans l'aile près de la cuisine d'été. C'est la seule chose qui soit libre pour l'instant, et j'ai bien peur qu'il n'y ait là que des lits simples et étroits. » Le visage de Véronique se déforma, prenant l'allure d'un masque de deuil. « Les chambres du personnel? Ces petites cellules humides près de la buanderie? Hélène, voyons, nous sommes votre fils et votre belle-fille, pas des ouvriers. J'ai une allergie à la poussière. »« Ce sont les seuls lits que je puisse vous offrir, » répondis-je en haussant les épaules avec une indifférence feinte. « Si vous voulez rester et me protéger, il faudra le faire de là-bas. Ou vous pouvez aller à l'hôtel, le choix vous appartient. » Je ne retiens personne. Je savais qu'ils ne partiraient pas. Ils n'avaient pas l'argent pour un motel de bord de route, sans parler du niveau de confort auquel ils étaient habitués et qu'ils ne pouvaient désormais voir qu'au cinéma. Ils étaient ruinés, désespérés et pris au piège, et je venais de refermer la première porte de la cage. Maximilien lança à Véronique un regard rapide, plein de supplications muettes. « Tiens bon !» semblait-il crier avec les yeux. « Tiens bon pour les millions !» Véronique renifla, lissa sa jupe bon marché et releva le menton avec l'air d'une reine offensée en exil. « Très bien. Pour vous, maman, nous ferons ce sacrifice, mais seulement pour quelques jours, le temps d'organiser quelque chose de mieux. »« Parfait, » dis-je, et ma voix sonnait comme une sentence. « Alors bienvenue à la maison. Le dîner est à 8 heures précises. Et je préviens tout de suite. Dans cette maison, on mange ce que je cuisine, ou on ne mange pas du tout. Il n'y a pas de livraison ici. » En les regardant traîner péniblement leurs lourdes valises à travers la cuisine, vers la cour arrière, vers ces chambres froides et austères où vivait ma gouvernante il y a 10 ans, je ressentis un étrange mélange de douleur et de force. Mon fils, mon petit Max que j'avais autrefois bercé dans mes bras, s'était transformé en monstre de cupidité. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sa mère n'était plus une victime. J'étais la juge, le jury, et très bientôt, le bourreau de ses illusions. Ce soir, nous dînerions ensemble, et je servirais la soupe avec une louche en argent pendant qu'ils s'étoufferaient dans leurs propres mensonges et leurs peurs. La cicatrice de 13 années de silence pulsait dans ma poitrine, non pas de douleur, mais comme un avertissement. Ne crois pas, n'oublie pas, fais-les payer chaque larme.
La nuit tomba sur notre vieux quartier comme une lourde couverture de plomb. Depuis la fenêtre de ma chambre au 2e étage, je voyais la faible lueur jaunâtre qui scintillait aux fenêtres de l'aile du personnel, au fond de la cour, où Maximilien et Véronique tentaient à présent de faire tenir leur ego démesuré sur des lits de 70 centimètres de large. Je les imaginais parfaitement. Véronique grimaçant de dégoût en essuyant les vieux murs, impeccablement propres pourtant, avec des lingettes antibactériennes humides, et Maximilien fixant bêtement l'écran de son téléphone, qui captait à peine le réseau derrière ses murs épais, cherchant désespérément une issue qui ne mènerait pas à la vérité. Humainement, il aurait fallu les plaindre. Le cœur d'une mère aurait dû faiblir, me pousser à descendre leur apporter des couvertures en duvet et du thé chaud pour consoler ses enfants insensés. Mais en regardant cette lumière solitaire et misérable dans l'obscurité du jardin, je ne ressentais aucune pitié. Seulement l'écho sourd de mon propre froid, celui qui s'était installé dans mes os 13 ans plus tôt et n'était jamais vraiment parti. Je m'éloignai de la fenêtre, tirai le lourd rideau et descendis à la cuisine. Mes mains noueuses mais encore solides se mirent à leur travail habituel. Préparer le dîner. Des nouilles maison dans un bouillon de poulet épais et doré, et des petits chaussons aux choux. Une nourriture simple, une nourriture de mémoire, une nourriture qui soigne ou qui dénonce. Pendant que le bouillon se mettait à bouillir en grosses bulles grasses, l'arôme du poulet et du laurier me ramena à ce premier hiver terrible après qu'ils m'eurent rayé de leur vie. Maximilien m'avait laissé dans un minuscule appartement en location, dans un quartier gris et bruyant à la périphérie de Munich, loin de mes amis, loin de ma vie habituelle, loin de tout ce que j'aimais. « C'est temporaire, maman », avait-il dit alors sans me regarder dans les yeux. « Jusqu'à ce que tu te remettes sur pied, jusqu'à ce que nous réglions les affaires. » Mais il n'est jamais revenu. Je me souviens de ce premier nouvel an dans une solitude absolue. J'avais 55 ans, mais je me sentais en avoir 100. Le chauffage central fonctionnait par à-coups, les radiateurs étaient à peine tièdes. Je m'étais enveloppé de 3 vieux pulls rêches et je restais assise devant une assiette de sarrasin vide, car la pension avait été retardée et je n'avais plus aucune économie. Tout était parti pour aider mon fils. Cette nuit-là, la faim n'était pas la chose la plus terrible. Le plus effrayant, le plus fou, c'était le silence. Le téléphone se taisait comme s'il était mort. Je le fixais, l'hypnotisant du regard, le suppliant de sonner, imaginant Maximilien dire « Pardon, maman, nous sommes des idiots, viens chez nous, la table est mise, nous t'attendons. » Mais le téléphone ne sonna qu'une seule fois, et c'était une erreur de numéro. Le lendemain, une voisine, une brave âme, me montra sur son vieil ordinateur des photos que Véronique avait publiées sur les réseaux sociaux. Ils étaient dans les Alpes, dans une station de luxe. Mon fils et sa femme rayonnante trinchaient avec des flûtes de champagne devant des sommets enneigés, pendant que je comptais la petite monnaie dans mon portefeuille, hésitant entre acheter du pain ou mon médicament contre l'hypertension. La légende sous la photo, agrémentée d'émojis, disait « La vie est belle quand on est entouré des bonnes personnes. » Ce jour-là, quelque chose se brisa en moi avec un craquement sec, et quelque chose de nouveau naquit, de froid et de tranchant. Je cessai d'être une mère qui attend à la fenêtre. Je devins une femme qui survit envers et contre tout, les bonnes personnes. Cette phrase résonnait dans ma tête comme un glas, tandis que je hachais vigoureusement des herbes sur la planche et que le jus du persil tachait le bois comme du sang vert. Si je n'étais pas une bonne personne pour mon propre fils, alors je ne serais plus personne pour lui. Cette colère devint mon carburant. J'appris à coudre sur commande, à cuire des gâteaux pour les vendre, à économiser sou par sou, à mettre de côté, à investir. Je ne suis pas devenu riche du jour au lendemain. Je suis simplement devenu dur comme le silex. Invisible pour le monde, mais indestructible à l'intérieur. Et quand enfin les terres des grands-parents en Bavière furent vendues, cette fortune ne fut ni un miracle, ni un coup de chance. Ce fut une justice divine. Elle arriva en retard, se fit attendre, mais elle finit par venir. Des pas traînants et mécontents dans le couloir me tirèrent de ce tourbillon de souvenirs. Maximilien et Véronique entrèrent dans la salle à manger. Ils avaient l'air pitoyables, comme des chiens battus.
Maximilien avait retiré sa veste, sa chemise était froissée et défraîchie. La coiffure parfaite de Véronique s'était défaite, et une expression de dégoût figé marquait le visage de quelqu'un qui vient de sentir quelque chose de pourri. « Ça sent la graisse », déclara Véronique en se pinçant ostensiblement le nez avec ses doigts manucurés, s'asseyant à table sans invitation. « Nous suivons un régime strict, Hélène, jeûne intermittent et cétogène. Nous ne mangeons pas de glucides ni de nourriture lourde après 18 heures. » « Dans cette maison, répondis-je, en posant avec un bruit sourd la lourde soupière fumante au centre de la table, on mange ce qu'il y a. Et si le menu ne vous plaît pas, le restaurant convenable le plus proche est à 10 kilomètres d'ici, bien que je doute fort qu'ils acceptent les cartes de crédit bloquées. Maximilien, qui tendait la main vers le pain à cet instant, s'étouffa avec sa propre salive. Comment commença-t-il d'une voix rauque, avant de se couper net, lançant un regard affolé vers sa femme. « Comment sais-tu pour les cartes ?»« Je suis vieille, Maximilien, pas stupide. » Je versai la soupe dans les assiettes avec des gestes lents et mesurés, savourant l'instant. Les rumeurs circulent. Et puis, quand quelqu'un débarque chez sa mère avec 4 valises après 13 ans, sans prévenir, à la nuit tombée, ce n'est généralement ni par excès d'argent, ni par bonheur. Véronique émit un rire nerveux, aigu et coupant comme du verre. « Oh, Hélène, quelle imagination vous avez! Nous avons juste un léger contretemps temporaire avec la banque, un problème technique du système, demain tout sera réglé. Maximilien est un consultant très demandé, ses comptes sont simplement vérifiés. » « Bien sûr, dis-je en prenant ma place légitime en bout de table, tellement demandé qu'il a le temps de vivre dans l'aile du personnel chez sa mère, au fin fond de la campagne. Un silence lourd s'installa, épais, chargé de non-dits. Maximilien prit sa cuillère et, après une hésitation, goûta les nouilles. Je vis ses épaules s'abaisser et se détendre malgré lui. C'était le goût de son enfance, ce goût qu'il méprisait dans sa jeunesse en le jugeant campagnard et simple, mais que son estomac reconnut instantanément comme familier. « C'est bon, » murmura-t-il à contre-cœur. « Ça me rappelle quand papa était là. Il aimait ta soupe. » « Ton père, dis-je en plantant mon regard dans ses yeux fuyants, est mort à force de travailler en 2 équipes pour te payer cette éducation prestigieuse que tu as ensuite utilisée pour avoir honte de nous, les gens simples. » Maximilien posa sa cuillère. Le métal tinta contre la porcelaine fine, et dans le silence, ce son résonna comme un coup de feu. « Maman, je t'en prie, ne recommence pas. Nous nous sommes excusés. Que veux-tu encore? Du sang? Une repentance publique? » « Je veux la vérité, » répondis-je calmement. « Pourquoi n'as-tu pas appelé quand on m'a retiré la vésicule biliaire il y a 5 ans? Ta tante Margrethe, paix à son âme, t'a laissé 5 messages. 5. Elle t'a appelé au bureau, sur ton portable, chez toi. » Maximilien cligna des yeux, et une véritable confusion passa sur son visage. « Tu as été opéré? Je ne le savais pas. Honnêtement. Je n'ai jamais reçu ces messages. » Je tournai mon regard lourd vers Véronique. Elle était très occupée à émietter un chausson en fragments microscopiques, évitant soigneusement de me regarder. Voilà la réponse. Cerbère, gardienne du seuil, filtrant la réalité pour que son mari puisse vivre dans sa bulle rose de faux succès, sans être distrait par les problèmes des plébéiens. Curieux, dis-je doucement, mais de manière à graver chaque mot dans leur esprit. Margrethe m'a dit avant de mourir qu'une femme avait pris l'appel. Une femme à la voix très hautaine, qui avait dit que tu étais en réunion stratégiquement importante et qu'il ne fallait pas te déranger pour des broutilles. Le visage de Véronique se couvrit de taches rouges, non par honte, elle n'en avait aucune, mais de colère contenue. Elle leva les yeux et une rage de rat acculé y étincela. Maximilien concluait un contrat à Berlin, je ne pouvais pas le déranger. C'était le contrat du siècle. Sa carrière montait en flèche. Nous construisions l'avenir. Que voulais-tu? Que je le fasse quitter des négociations? Que je ruine l'affaire pour qu'il soit assis à ton chevet dans un hôpital municipal à te tenir la main? Ça n'aurait aidé personne. Des broutilles. Ma voix n'était qu'un murmure, mais il se répercuta contre les murs de la salle à manger, faisant teinter le cristal du vaisselier. La vie de ta belle-mère était une broutille pour vous. Mais tu vas bien, non?
Vivante et en bonne santé, s'emporta Véronique, passant à une défense agressive. Regarde-toi, tu es là, tu es assise en bout de table, tu es riche, tu es solide comme un taureau. Arrête de jouer la victime, Hélène. Le drame ne te va pas, tu en fais trop. À cet instant, j'eus une envie insupportable de me lever et de la gifler. Non pas pour la femme que j'étais aujourd'hui, mais pour celle que j'avais été 5 ans plus tôt, celle qui pleurait de peur animale face à l'anesthésie dans une chambre froide, signant le consentement à l'opération d'une main tremblante, parce que la ligne proche était restée vide. Mais je me suis retenu. La violence physique est l'apanage des faibles et des sots. Moi, je disposais d'une arme bien plus puissante et destructrice. Tu as raison, Véronique, dis-je en reprenant la cuillère avec un calme glacial qui les déstabilisa plus que n'importe quel cri. Je suis là, je suis en vie, et je suis riche, très riche. Je fis une pause, laissant le mot « riche » flotter dans l'air comme un parfum sucré et enivrant. Je vis leurs pupilles se dilater, leur respiration s'accélérer. La cupidité est une merveilleuse anesthésie pour la conscience. Elle étouffe toutes les souffrances. Et précisément parce que je suis riche, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, à ceux qui méritent d'y avoir une place et à ceux qui doivent rester sur le bord du chemin. Maximilien se pencha en avant, oubliant la soupe, oubliant la honte, oubliant tout au monde sauf la promesse de l'or. Maman, nous sommes ton avenir, nous sommes ta chair et ton sang. Véronique a simplement été à bout de nerfs, elle est fatiguée du voyage. Elle t'aime, vraiment. Nous voulons tous t'aider, prendre les soucis en charge, administrer les capitaux, pour que le nom Schmitt retrouve enfin le poids qu'il mérite dans la société. Le nom Schmitt, répétai-je en sentant l'amertume de l'absinthe sur ma langue. Ce même nom que tu as discrètement effacé de tes réseaux sociaux, en te contentant d'écrire Maximilien S., pour sonner plus moderne et ne pas être associé à la province, n'est-ce pas? Maximilien resta figé, comme frappé par la foudre. Comment? J'ai beaucoup de temps libre, mon fils. Et j'ai appris à utiliser Internet pendant que vous m'ignoriez. La solitude est un excellent professeur. J'ai compris que les gens qui t'effacent de leur vie quand tu es pauvre et t'ajoutent en ami quand tu es riche, ce n'est pas une famille. Ce sont des parasites. Véronique frappa la table de la paume, la fourchette bondit. Ça suffit. Je ne permettrai pas qu'on nous insulte dans cette maison. Nous sommes venus avec les meilleures intentions. Nous avons laissé nos affaires. Vous êtes venus ici parce que vous devez 2 millions d'euros, n'est-ce pas? Je lâchai cette bombe avec la même désinvolture que si je demandais de passer le sel. La phrase resta suspendue dans l'air, vibrant de tension. Le sang quitta instantanément le visage de Maximilien, le laissant gris comme de la cendre. Véronique resta bouche bée, figée au milieu de son indignation factice. Le silence qui suivit n'était pas simplement dense, il était funèbre. On n'entendait que le tic-tac de la vieille pendule dans le coin. « Qu'est-ce que tu as dit » balbutia Maximilien. Sa voix n'était plus qu'un fil tremblant, prêt à se rompre. J'essuyai soigneusement le coin de mes lèvres avec la serviette en tissu, la pliai en deux et la posai à côté de l'assiette. 2 millions d'euros, répétai-je en savourant chaque syllabe, les enfonçant comme des clous. Des dettes de paris sportifs, des investissements en crypto-monnaie partis en fumée, des crédits frauduleux contractés avec des passeports d'emprunt, et l'argent que tu as emprunté à tes beaux-parents âgés pour des projets fictifs qui n'ont jamais existé. Ah, et n'oublions pas ce qui est arrivé à ton associé Friedrich Wagner, ou plutôt ce que tu as fait avec l'argent de ton meilleur ami. Maximilien avait l'air sur le point de vomir dans son assiette de nouilles. Véronique me regardait, les yeux écarquillés, comme une sorcière qui venait de lire leurs pensées. La peur dans leurs regards était réelle, palpable, presque savoureuse. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, il doit y avoir une erreur, » murmura Véronique, mais sa voix tremblait, se brisait. « Bien sûr que tu comprends, ma chère, » répondis-je avec un sourire froid qui n'atteignit pas mes yeux. « Et le plus beau, c'est que j'ai un dossier complet dans mon bureau. Relevé bancaire, impression de conversation sur les messageries, copie de reconnaissance de dette, tout y est. Chacun de vos mensonges est documenté. » Je me levai de table, prenant appui sur le plateau. Mon ombre tomba sur eux, les recouvrant, leur coupant l'air.
Bon appétit, dis-je en me dirigeant vers la porte. Nous parlerons affaires demain, l'esprit reposé. Mais je préviens tout de suite. Dans cette maison, les dettes se paient. On ne me les paie pas en argent, on les paie avec l'âme. Je les laissais là, pétrifiés, écrasés, devant leurs assiettes de soupe refroidissantes. En montant l'escalier grinçant vers ma chambre, j'entendais dans mes oreilles le martèlement furieux de mon propre cœur. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'adrénaline pure. Pendant 13 ans, j'avais été un fantôme dans leur vie, une femme invisible, commode à ignorer. Mais ce soir-là, la femme invisible avait allumé la lumière et les cafards s'étaient mis à courir. La chasse avait commencé et ils n'avaient même pas conscience que la trappe de la souricière s'était déjà refermée derrière eux. Le lendemain matin nous accueillit avec un calme trompeur, ce silence ouaté et visqueux qui précède d'ordinaire un ouragan dévastateur. Je descendis à la cuisine à l'aube, comme je le fais depuis des années, pour préparer le café dans la vieille cafetière turque en cuivre avec une pincée de cannelle. Cette odeur douce et épicée envahit le rez-de-chaussée, un parfum de foyer qui autrefois réveillait le petit Max et le faisait dévaler l'escalier, les pieds nus claquant sur le parquet frais. Mais aujourd'hui, cette senteur familière ne servait que de rideau, masquant la puanteur du mensonge installé sous mon toit. Je m'assis en bout de la lourde table en chêne, entourant de mes mains la tasse de porcelaine brûlante, et j'attendis. Je n'attendis pas longtemps. J'entendis leurs chuchotements rageurs et sifflants avant même de les voir. Ils se disputaient dans le couloir, répétant sans doute la scène suivante de leur misérable comédie, harmonisant leur version. Mais dès qu'ils franchirent le seuil de la cuisine, la transformation fut instantanée, comme si l'on avait actionné un interrupteur. Les grimaces de colère et de peur furent remplacées par des sourires figés, en plastique. Maximilien portait une chemise d'une marque réputée, mais à la lumière du matin, je remarquai que le col était légèrement effiloché et la couleur passée. Véronique avait enfilé une robe d'été légère, censée paraître bohème et décontractée, mais ses yeux gonflés et les cernes sous ses paupières trahissaient une nuit blanche sur les matelas durs du pavillon. « Bonjour, Hélène !» gazouilla Véronique trop fort, trop joyeusement, au point de me faire bourdonner les oreilles. Elle s'approcha pour m'embrasser sur la joue, mais je me décalai imperceptiblement en attrapant le sucrier. Son baiser resta suspendu dans le vide, et son sourire se fendilla comme une glaçure craquelée. « Asseyez-vous » indiquai-je en désignant les chaises. « Le café est chaud. J'espère que la vérité vous plaira aussi, même si elle est généralement amère, sans sucre. » Maximilien se racla la gorge nerveusement, évitant mon regard. « Maman, à propos d'hier soir, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Tu étais fatiguée, très émotive, ta tension a dû monter. Peut-être as-tu mal entendu ou confondu certaines choses. Tu sais, avec l'âge, les chiffres se mélangent, les vaisseaux ne sont plus ce qu'ils étaient, ça arrive. Voilà. La plus vieille et la plus ignoble des tactiques, tenter de me convaincre que je perds la tête, que je ne suis plus lucide. Aujourd'hui, on appelle cela d'un mot à la mode, gaslighting. Mais en clair, c'est simplement de la bassesse, rendre un être sain fou pour dissimuler ses propres fautes. Il me regardait avec cette pitié poisseuse et condescendante que l'on réserve aux enfants capricieux et aux vieillards séniles. Ce mélange, répétai-je, en le regardant par-dessus le bord de ma tasse. Curieux, Maximilien. Mon ouïe me trahit peut-être parfois, mais je sais encore parfaitement lire des relevés bancaires et des reconnaissances de dettes. Mes lunettes font toujours leur travail. Véronique eut un petit rire nerveux et posa sa main sur celle de Maximilien, s'y agrippant comme un milan à sa proie. « Oh, Hélène, que vous êtes devenue soupçonneuse. Max voulait simplement dire que vous exagérez peut-être l'ampleur de la tragédie. Tous les hommes d'affaires ont des dettes, c'est le jeu. Effet de levier financier, décalage de trésorerie, c'est normal dans le monde des grands investissements. Nous ne sommes pas des faillis, nous sommes juste en phase de restructuration. » Effet de levier financier, répétai-je lentement, faisant rouler le mot sur ma langue. Ça sonne joliment, bien plus élégant que fraude à grande échelle ou vol. Maximilien frappa la table de la paume, les cuillères tintèrent dans les soucoupes. Sa patience cédait, le masque tombait. « Maman, ça suffit.
Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes venus pour être avec toi, pour te protéger, et tu nous traites comme des suspects en interrogatoire. Si tu continues comme ça, peut-être vaut-il mieux que nous partions tout de suite. » Il fit mine de se lever, repoussant la chaise dans un grincement brutal, mais ne bougea pas d'un centimètre. C'était un bluff, pitoyable, transparent, désespéré. Je savais qu'il n'avait nulle part où aller. Je savais que sa carte d'entreprise avait été refusée à la station-service 2 jours plus tôt et qu'il avait dû payer avec la petite monnaie que Véronique avait ramassée dans ses poches. Ils étaient pris au piège. « Assieds-toi » ordonnai-je doucement. Et, à ma sombre satisfaction, il obéit aussitôt. Le gamin fautif vivait encore dans cet homme de 40 ans, terrorisé par la ceinture. Avant de continuer à insulter mon intelligence, allons dans le bureau de ton père. J'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose qui concerne l'héritage et les papiers. Le mot magique, héritage. Je vis leurs pupilles se dilater. La cupidité, chien fidèle. Il suffit de siffler pour qu'elle accourt, la queue frétillante. Véronique bondit, rajustant sa robe. Le bureau? Bien sûr, Hélène. Allons-y. Maximilien s'y connaît très bien en documents, il vérifiera tout. Je les conduisis le long du couloir jusqu'au vieux bureau de mon mari défunt. J'avais toujours gardé cette pièce fermée. Le temps y semblait figé. L'odeur des vieux livres, du tabac de pipe et du cuir y flottait encore. Le soleil perçait à travers les stores en bois, dessinant dans l'air des bandes de poussière dansante, figées dans le silence. Je me dirigeais droit vers le grand coffre-fort noir, encastré dans le mur du coin. Une lourde pièce allemande, imprenable comme une forteresse. Maximilien et Véronique s'arrêtèrent près de la porte, retenant leur souffle. Je sentais physiquement leur impatience électrique. J'entendais leur cœur battre. Ils imaginaient sans doute des liasses de billets sous vide, des titres de propriété, des bijoux de famille. Ils imaginaient leur salut, rêvaient de voir disparaître leurs 2 millions de dettes d'un simple tour de molette. Je fis lentement tourner le cadran à gauche, à droite, à gauche. Le mécanisme claqua d'un son plein et lourd. J'ouvris la massive porte métallique. « Approchez !» les appelai-je. Ils se précipitèrent, se bousculant presque, perdant toute dignité. Maximilien tendit le cou. Je plongeai la main dans l'obscurité du coffre, mais je n'en sortis ni argent ni or. J'en retirai une simple chemise cartonnée, légèrement froissée, portant l'inscription « Maximilien », écrite de mon écriture ferme d'ancienne institutrice. La déception sur leur visage était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau et l'étaler sur du pain à la place du beurre. « Des papiers ?» demanda Véronique d'une voix brisée par la déception, presque en pleurs. « C'est tout ?»« Ce ne sont pas de simples papiers, » répondis-je en jetant la chemise sur le bureau en acajou poli. « C'est votre vie, ou plutôt la vraie version de votre vie, pas le conte de fées brillant que vous avez tenté de me vendre hier soir au dîner. » Maximilien fixait la chemise comme une bombe à retardement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre, le mis-je au défi. Vas-y, mon fils. Tu es un homme d'affaires, un auditeur. Audite ta propre biographie. » Les mains tremblantes, Maximilien ouvrit la chemise. La première photo glissa et tomba sur le bureau, face visible. Le cliché était granuleux, pris de loin, mais sans équivoque. Maximilien sortait d'un prêteur sur gage de la Marienplatz, voûté, tendant par la petite fenêtre une montre en or oméga, celle-là même que son père lui avait offerte pour la fin de ses études, sa fierté. Véronique étouffa un cri, portant la main à sa bouche. « La montre, » murmura-t-elle. « Tu m'as dit qu'elle était en révision en Suisse, pour l'entretien. » Un prêteur sur gage de la Marienplatz, ce n'est pas exactement la Suisse, n'est-ce pas ? Remarquai-je froidement. Continue, Maximilien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Il tournait les pages comme en transe. Des relevés de 3 banques, tous dans le rouge, avec de grosses notifications de recouvrement et de transmission aux sociétés de recouvrement. Des impressions de courriel où Maximilien suppliait honteusement des créanciers douteux de lui accorder ne serait-ce qu'un délai d'1 semaine. Et le pire de tout, une copie de la plainte déposée par Friedrich Wagner, son ancien associé et ami d'enfance, auprès du parquet pour fraude et détournement de fonds. Maximilien devint livide, comme une toile dont on a effacé toutes les couleurs.
Il s'effondra dans le fauteuil en cuir de son père, brisé, rapetissé. « Tu me surveillais, » murmura-t-il, incapable même de s'indigner. « Tu as engagé un détective. »« J'ai engagé un service de sécurité, » corrigeai-je, et ma voix était plus dure que l'acier. Quand les rumeurs sur la vente des terres ont commencé, je savais que les loups viendraient. Je voulais simplement savoir de quelle race étaient ces loups et d'où viendrait l'attaque. Il s'est avéré que le prédateur le plus affamé et le plus dangereux était de mon propre sang. Véronique tenta de se ressaisir, bien que ses doigts à la manucure parfaite tremblaient comme des feuilles de tremble. « C'est illégal, Hélène. C'est une atteinte à la vie privée. Nous pouvons porter plainte. C'est pénal. » Je ris d'un rire sec et rauque, sans la moindre trace de gaieté. « Vas-y, Véronique. Appelle ton avocat. »« Ah, attends, tu n'en as pas, parce que vous n'avez pas de quoi le payer. Celui que vous aviez vous a lâché il y a 2 mois pour factures impayées. Page 15. Tout y est écrit noir sur blanc. » Véronique se tut, humiliée. Leurs prétentions à la grandeur se réduisirent en poussière face aux preuves documentées de leur chute. Je m'approchai de Maximilien, qui fixait toujours la plainte de son ancien associé d'un regard vitreux. Je me penchai sur lui, les mains appuyées sur le bureau, envahissant son espace avec la même insolence qu'il avait montrée envers moi la veille. « Regarde mes chaussures, Maximilien. » Il leva vers moi un regard confus et terne. « Regarde. » Il baissa les yeux sur mes vieux mocassins en cuir, impeccablement propres, âgés de 5 ans peut-être, mais qui semblaient neufs. « Et maintenant, regarde les tiennes. » Maximilien regarda ses chaussures italiennes. À première vue, elles paraissaient parfaites, brillantes. Mais sous la lumière dure et impitoyable de la lampe de bureau, on distinguait clairement que la semelle droite commençait à se décoller à la pointe, réclamant de la colle, et que le cuir du contrefort était craquelé et écaillé. Un détail minuscule, mais meurtrier. Le symbole parfait de sa vie, l'éclat à l'extérieur, la pourriture et la misère à l'intérieur. « Tu as un trou dans la semelle, mon fils, » murmurai-je. « Tu marches sur le mensonge, et le mensonge s'use plus vite que l'asphalte. Tu croyais que je ne le verrais pas? Tu croyais que ta mère, celle qui t'a appris à faire tes lacets, ne remarquerait pas que tu boites, parce que ton costume se défait aux coutures et que de l'eau clapote dans ta chaussure? » Maximilien rentra ses pieds sous la chaise, honteux comme un écolier surpris avec une cigarette. Des larmes commencèrent à s'accumuler dans ses yeux. Pas des larmes de repentir, je le savais, mais des larmes d'humiliation, celles d'un voleur pris la main dans le sac, désolé non pas de ce qu'il a volé, mais d'avoir été découvert. « Friedrich Wagner est un homme honnête, » poursuivis-je sans pitié. « Je lui ai parlé hier. » La tête de Maximilien se redressa brusquement, comme sous une décharge électrique. « Tu as parlé à Friedrich, toi? » « Oui, c'est lui qui m'a appelé. Apparemment, il sait aussi lire les journaux, et il a vu l'article sur la vente des terres. Il voulait me prévenir, me dire que son ancien associé, mon fils, est un voleur qui a dérobé les économies de sa famille, destinées à un prêt immobilier pour payer des paris sportifs et de faux déplacements professionnels. « C'est faux !» cria Maximilien en bondissant de son fauteuil, le visage congestionné, les veines du cou saillantes. « Friedrich est un idiot. C'est moi qui faisais tout le travail. Cet argent m'appartenait de droit, c'était de mes commissions, mes primes. « Assieds-toi !» hurlai-je. Ma voix se répercuta contre les murs avec une force dont je ne me savais pas capable. C'était le cri d'une mère qui avait trop longtemps enduré. Maximilien s'affaissa de nouveau dans le fauteuil, comme fauché. « N'ose pas élever la voix dans le bureau de ton père. Friedrich a des preuves. Il a des virements vers des sociétés écrans éphémères. Il a tout, Maximilien, et il est prêt à t'envoyer derrière les barreaux dès demain. » Véronique éclata en sanglots, bruyant, disgracieux, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire, transformant son visage en masque de Pierrot. « Non, pas la prison. Hélène, je vous en supplie, vous devez nous aider. Nous ne pouvons pas aller en prison. Que diront les gens? Ma famille, mes parents? Ils ne survivront pas à la honte. »« Ta famille ?» répétai-je avec dégoût. « La même famille à qui vous avez emprunté 150 000 € en disant que Maximilien avait une tumeur au cerveau. »
Véronique avala de l'air de travers et se tut. Oui, Véronique, je le sais aussi. Page 20. Vous avez dit à des personnes âgées que leur gendre avait besoin d'une opération urgente en Suisse. Vous avez pris l'argent et vous êtes parti aux Maldives. Comment dormiez-vous sur ces plages, en sachant que des vieux avaient donné leurs économies funéraires pour sauver une tumeur inexistante? Le silence qui recouvrit la pièce fut absolu, vibrant. Il n'y avait plus où se cacher. Chaque mensonge, chaque escroquerie, chaque manipulation était exposée sous la lumière impitoyable de la vérité, comme sous la lampe d'un chirurgien. Ils étaient assis devant moi nus, dépouillés de leur arrogance, réduits à ce qu'ils étaient réellement. Deux petits escrocs sans principe qui avaient joué avec le feu et incendié leur propre maison. Je claquai la porte du coffre-fort dans un fracas métallique qui sonna comme un point final. Maintenant, vous savez ce que je sais, dis-je en abaissant la voix à un calme terrifiant. Entre nous, il n'y a plus de secrets, seulement des dettes et des crimes. Je m'approchai de la porte du bureau et l'ouvris en grand. Dehors, ordonnai-je. Allez dans votre pavillon. Vous avez 1 heure, exactement 60 minutes, pour réfléchir à ce que vous avez fait. Je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas sentir votre odeur, parce que dans exactement 1 heure, je passerai un appel. Et cet appel décidera si vous passerez le reste de votre vie dans cette maison à expier vos fautes ou dans une cellule de détention provisoire. Maximilien et Véronique sortirent du bureau en traînant les pieds, voûtés, écrasés. Ils avaient pris 10 ans en 10 minutes. En regardant leur dos, je ressentis une douleur aiguë dans la poitrine, comme si un étau me serrait le cœur. C'était douloureux de voir mon fils ainsi, détruit, pitoyable. Mais mon regard tomba ensuite sur la photo de la montre mise en gage sur le bureau, la montre de son père, qui avait travaillé à l'usine en 2 équipes pour l'acheter. Et la douleur se transforma en une résolution glaciale. On coupe la gangrène, on ne la soigne pas avec des cataplasmes et des baisers. Et j'étais prête à l'amputation. Je restais debout, au milieu du bureau, écoutant l'écho de leurs pas pressés. Le silence revint, mais désormais chargé, électrique. Je m'approchai de la fenêtre et écartai légèrement les stores, regardant dans la cour. Près de la porte du pavillon, Maximilien et Véronique se disputaient avec rage, gesticulant. Je voyais Véronique pointer le doigt vers la maison principale et Maximilien se couvrir le visage de ses mains, un geste de pur désespoir que je connaissais depuis son enfance. Mais cette fois, il n'avait pas cassé un vase ni brisé une fenêtre avec un ballon. Il avait brisé sa vie. Et, ce qui était plus douloureux encore, il avait tenté de briser la mienne pour se sauver. Je refermai les stores et revins au bureau. Mes mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de l'adrénaline du combat. J'avais lâché les chiens, et désormais la peur travaillait pour moi. Mais pour que vous compreniez pourquoi j'ai pu faire cela, pourquoi je ne me suis pas effondré en larmes comme n'importe quelle mère normale en voyant son fils acculé, je dois vous raconter ce qui s'est passé il y a 1 mois. Je dois vous parler de ce jour où mon cœur de mère a cessé de battre par inertie et a commencé à battre pour la justice. C'était le jour de ma rencontre avec Victor, mon avocat. Je me souviens, il pleuvait, un jeudi gris et morne typique. Victor, ancien associé de mon mari et mentor de Maximilien au début de son parcours, m'avait donné rendez-vous dans un vieux café calme du centre de Munich, où l'on sert encore le thé dans des tasses en porcelaine et où l'on joue de la musique classique. Victor, un homme à l'ancienne, de ceux pour qui la parole donnée pèse plus qu'un contrat notarié tamponné. Quand je suis entré, il était assis tout au fond, et son apparence m'a frappé. Il avait vieilli d'1 dizaine d'années depuis notre dernière rencontre. Ses yeux étaient enfoncés, ses mains tremblaient lorsqu'il tenait la petite cuillère. « Hélène » dit-il d'une voix rauque dès que nous nous sommes salués, sans me regarder dans les yeux. Pardonne-moi de t'apporter cette noirceur, mais je ne peux pas mourir avec une telle pierre sur la conscience. Je dois te dire. Tout se resserra en moi en un nœud douloureux. C'est à propos de Maximilien ? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Le cœur d'une mère sait toujours le malheur à l'avance. Victor hocha la tête et sortit de sa sacoche usée une enveloppe épaisse. Ce n'était pas qu'un simple dossier de documents. C'était une chronique de la trahison.
Il me raconta comment Maximilien avait commencé à travailler chez lui avec enthousiasme, comment il lui avait confié les comptes de ses clients les plus importants. Puis, il me raconta comment l'argent avait commencé à disparaître. D'abord par petites sommes, justifiées par des frais de représentation, taxi, déjeuner, puis par de gros virements. Mais le sang se glaça dans mes veines, non pas à cause du vol en lui-même, mais à cause de la manière. « Il a utilisé ton nom, Hélène », dit Victor les larmes aux yeux en serrant ma main. « Il a dit aux investisseurs que tu étais gravement malade, un cancer, stade 4, que le compte se faisait en jours, qu'il lui fallait du liquide immédiatement pour un traitement expérimental en Suisse, pour une opération qui pouvait te sauver. Il montrait de fausses ordonnances, de faux rapports d'oncologue avec des cachets. Il a même pleuré dans mon bureau, Hélène. Il pleurait réellement, à genoux, en demandant une avance pour sauver sa mère. J'étais assise dans ce café, figée, écoutant la pluie frapper les vitres, et je sentais que je mourais. Mon fils, mon sang, celui que j'avais allaité, ne s'était pas contenté de m'abandonner. Il m'enterrait vivante dans ses histoires. Il marchandait ma mort pour financer sa belle vie. Pendant que je mangeais de la cache à vide en comptant les centimes et en économisant l'électricité, il achetait à Véronique des sacs de marque avec l'argent tiré de la vente de mon agonie inventée. « Et tu l'as cru » murmurai-je, sentant la honte me brûler le visage. « Au début, oui, » admit Victor. « Nous l'avons tous cru. » Qui aurait pu imaginer qu'un fils utilise le cancer de sa mère comme alibi pour voler? C'est au-delà de l'humain. Mais ensuite Véronique a publié des photos de vacances aux Maldives ce même week-end où tu étais censé être opéré à Zurich. C'est là que j'ai commencé à creuser. Victor poussa l'enveloppe vers moi. À l'intérieur se trouvaient les preuves qui reposaient désormais dans mon coffre-fort. « Hélène, » dit-il en posant sa main froide et sèche sur la mienne, « je ne l'ai pas dénoncé immédiatement uniquement par respect pour toi et pour la mémoire lumineuse de ton mari. Mais Maximilien n'a aucun frein. Il y a 2 semaines, il a tenté d'hypothéquer l'appartement de mes propres parents, des vieillards, en falsifiant ma signature. C'est un prédateur, Hélène. Et si nous ne l'arrêtons pas, il détruira tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Même toi. Surtout toi. » Je sortis de ce café avec l'impression d'être faite de verre et que quelqu'un m'avait frappé à coups de masse. Je marchais sous la pluie sans parapluie, l'eau se mêlant à mes larmes. Mais je ne les sentais pas. Je pleurais le garçon que j'avais porté sous mon cœur, le jeune homme à qui j'avais appris les prières. Je pleurais jusqu'à ce que toute la tristesse et tout l'amour soient épuisés. Il ne resta qu'un vide froid, dur, résonnant. Ce jour-là, Maximilien, mon fils, est mort pour moi. Il ne restait qu'un criminel avec son visage et sa voix. Et lorsque j'ai appris la vente des terres, j'ai su qu'il viendrait. Victor et moi avions préparé le terrain. Nous attendions. Et comme nous l'avions prévu, le prédateur a senti l'odeur du sang et est venu droit dans le piège. Revenant au présent, je sursautais au son strident du téléphone. C'était Victor. « Ils sont là » demanda-t-il sans préambule. « Là » répondis-je en regardant le jardin, où les silhouettes de Maximilien et Véronique s'agitaient derrière la fenêtre. Je leur ai montré le dossier. Et leur réaction? Comme des rats acculés. Déni, larmes, tentative de rejeter la faute l'un sur l'autre. « Le parquet est prêt, Hélène. Il me faut seulement ton signal. Un seul appel. » J'hésitais une seconde. Je pouvais tout terminer immédiatement, voir les gyrophares, les menottes, la honte. Mais une justice rapide n'enseigne rien, elle ne fait que rendre amère. Il me fallait briser son ego, brûler son orgueil au fer rouge, avant de lui ôter sa liberté. « Pas encore, » dis-je fermement. « Donne-leur encore une nuit. Je veux qu'ils macèrent dans leur propre jus, qu'ils restent assis dans cette petite cage étroite, à fixer le plafond, en comprenant qu'il n'y a pas d'issue, que les murs se resserrent. » Je raccrochais et allais à la cuisine. J'allais préparer le déjeuner, quelque chose de spécial. Ma solyanka maison, épaisse, riche, complexe, avec 5 sortes de viande. Un plat qui exige du temps, de la patience et de l'amour. J'allais leur offrir un festin royal avant l'exécution. Qu'ils se souviennent du goût de ma maison, du goût du soin qu'ils ont trahi, pour que plus tard, en avalant la soupe insipide de prison,
le souvenir de cette Solyanka devienne leur torture la plus terrible et la plus raffinée. Je sortis le lourd couteau et commençai à couper la viande. Coup, coup, coup. La chasse entrait dans sa phase finale. Je me tenais devant la cuisinière, remuant la Solyanka épaisse et parfumée, observant la vapeur monter vers le plafond, se mêlant à mes pensées lourdes. Dans la marmite bouillonnait un mélange de 4 sortes de viande, de cornichons, d'olives et de capres, un plat complexe, dense, exigeant de l'attention. Soudain, un coup discret et hésitant retentit à la porte de la cuisine. C'était Véronique. Elle entra sans son habituel maquillage de guerre, les yeux rouges et gonflés, en peignoir, et à cet instant, elle paraissait beaucoup plus jeune et, étonnamment, plus vulnérable que jamais. « Hélène, dit-elle d'une voix tremblante en tripotant la ceinture de son peignoir. Pouvons-nous parler ? De femme à femme. » Je cessai un instant de remuer la soupe et me tournai lentement vers elle, serrant toujours dans ma main la louche en bois d'où goûtait le bouillon, sombre et épais comme du sang coagulé. De femme à femme, répétai-je lentement en examinant sa silhouette voûtée. Maintenant que tu n'as plus ton sac de marque ni ton statut imaginaire de lionne mondaine, nous serions soudain égales. Maintenant, tu te souviens de la solidarité féminine. Maximilien m'a forcé. Les mots jaillirent d'elle en torrent, comme un vomissement qu'elle ne pouvait plus retenir. Je ne voulais pas venir, je le jure. Il a dit que si nous n'obtenions pas votre argent, les gens à qui il doit feraient quelque chose d'horrible. J'ai peur, Hélène.